Je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que je veux faire quelque chose, puis il y a cette envie de découvrir le monde, en fait, via le vélo, via le sport, mais pas la forme, je ne savais pas encore comment. Il faut que je décide un moment de poser une date, et c'est ce que Jason Lewis m'avait dit en 2020, il m'a dit « C'est trop cool ce que tu vas faire, mais si tu veux partir un jour, il faut que tu mettes une date de départ. » Il partira le 3 septembre prochain pour faire le tour du monde à force humaine, et ça sur 3 ans. Inspirer la jeunesse, oser, connaître sa profonde personnalité et suivre son impulsion sont les principales raisons qui l'ont poussé à imaginer et à planifier ce voyage autour du monde. Son projet s'appelle Human Impulse. Louis Margot, bienvenue. Merci, salut. Ça me fait super plaisir de te recevoir ce soir parce que voilà, c'est un projet qu'on a un petit peu suivi dans la région, ça c'est sûr, qui est un petit peu fait parler. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir parler avec toi ce soir. Ouais, merci Brian, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici et je me réjouis qu'on puisse prendre un peu de temps pour discuter, que je puisse donner un peu plus d'informations et parler de cette aventure un peu folle que je vais bientôt commencer. Magnifique. Avant toute chose, j'ai envie de te poser la question, pourquoi ce projet? Comment il a germé? Tu étais dans quelle période de ta vie tu as pensé à ça en fait? Alors c'est la question un peu difficile à répondre, c'est souvent le why. Alors j'ai envie de dire que j'ai toujours eu envie de partir à l'aventure, c'est quelque chose qui a toujours été au fond de moi. Et je fais beaucoup d'aviron à haut niveau, ça fait plus de 17 ans que je rame. J'ai aussi fait plusieurs voyages à vélo sur de grandes distances. Et en 2017, après avoir fini mes études à Cambridge, pour clôturer ça en fait avec des potes anglais, on s'est dit on fait un voyage à vélo depuis la Suisse jusqu'aux portes de l'Asie, donc qui est Istanbul. C'était un voyage de 3000 km. Et, en combien de jours ça? On a mis 30 jours, donc à peu près 100 kg par jour, avec 8 jours de pause, donc en fait de pédalage, c'était environ 22 jours, avec des vélos de route. Et en fait, c'était juste incroyable. On était 2 à avoir fait tout le voyage, il y a d'autres gens qui nous ont rejoints sur certains bouts. Et en fait, c'était juste incroyable. On a rencontré des gens, on a vu des paysages incroyables. Et puis ça ralentit un peu le temps et ça m'a fait énormément de bien après mes études. Presque triste que ce soit fini. T'avais besoin de faire une pause après ces études ou... Ouais, c'est très difficile de finir ses études d'un coup et puis de se dire à gauche, je commence à travailler. Enfin, en tout cas, beaucoup de mes collègues de l'université, ils ont tous fait ça. Puis moi, je me sentais mal de tout de suite commencer, puis même pas avoir le temps de dire, attends, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Et du coup, on a fait cette histoire et c'était incroyable. Franchement, on arrive à Istanbul, il y avait on a croisé un cycliste qui arrivait de Norvège au même moment devant la Mosquée Rouge. Et après, j'étais bien fatigué, je pense. On n'a pas eu le temps de visiter Istanbul, j'ai dormi pendant 3 jours. Mais tout de suite après cette aventure, je me suis dit, un jour, j'aimerais faire quelque chose de plus grand. Je savais pas encore quoi. T'avais un petit goût d'inachevé. Ouais. Ça m'a donné cette petite, en fait, l'impulsion un peu. J'ai envie de faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Et c'était en 2017, donc ça fait déjà 6 ans. Et ça a toujours été en moi, et je dirais qu'il y a 6 ans, ça a commencé un peu à germer, petite graine qui était plantée. Et au fur et à mesure du temps, moi je suis un rameur de base, je suis pas un cycliste. Je me suis dit mais j'aimerais bien faire la traversée de l'océan. À la rame, c'est un gros challenge qui m'attirait en fait. Le voyage de l'inconnu, parce que l'océan, on est vraiment tout seul. Et de fil en aiguille, je me suis dit il faudrait acheter un bateau pour traverser l'océan, peut-être le faire avec quelqu'un, parce qu'à 2, c'est quand même un peu plus facile en termes de moyens, et puis c'est moins risqué. Et j'avais une personne, puis finalement il pouvait pas, et du coup je me suis dit je fais seul. Puis après j'ai commencé un peu à regarder, puis à lire des livres de gens qui avaient fait un peu des expéditions autour du monde, vélo, aviron, puis en fait je me suis rendu compte que il y avait une personne qui avait fait le tour du monde à la force humaine. Je savais pas que c'était possible en fait. Donc force humaine, c'est pas de voile, pas de moteur. Et cette personne-là, c'est un Anglais qui s'appelle Jason Lewis, et j'ai lu ses livres. Je suis allé le rencontrer en Angleterre et en fait, dès que je l'ai rencontré, on a direct cliqué et puis je me suis dit en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Ça c'était en quelle année ça? Ça c'était en 2020, sauf erreur. C'était en 2020, donc en fait tu reviens, quand tu rentres d'Istanbul, de ton voyage sur 30 jours, il y a quand même 3 ans qui s'écoulent. Ouais. Toi tu réfléchis à ce projet dans la tête, t'es comment? C'est par phase ou bien t'as toujours ça en arrière-pensée? Je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que je veux faire quelque chose, puis il y a cette envie de découvrir le monde en fait, via le vélo, via le sport.
découverte des paysages et puis des gens, mais pas la forme. Je ne savais pas encore comment. J'avais pas, c'est difficile. Hein. Puis Tour du monde à vélo, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Puis j'étais, est-ce que je veux vraiment faire ça? Parce que moi, je suis un rameur. Et ça a vraiment pris 3 ans en fait à devenir ok, avoir un projet un peu plus concret. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Avec aussi des périodes de recherche. Est-ce que après, peut-être on ira dans les détails de pourquoi ce parcours-là. C'est assez compliqué, mais je me réjouis d'expliquer pourquoi. Et du coup, 3 ans jusqu'à 2020, et après, deuxième déclic, ok, je veux vraiment faire ça. À savoir que... Et le deuxième déclic, il arrive quand? Vraiment où tout se met en place, où tu dis ok, je me lance? Je commence à travailler, et je dirais en 2021, je me suis dit ok, c'est bien de travailler. Comme tout le monde, il faut gagner sa vie, et je trouvais un job qui me plaisait dans le photovoltaïque. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma place et pas forcément mon envie profonde d'avoir un job, office job comme on dit dans le domaine. J'aspirais à quelque chose qui avait peut-être plus de sens pour moi. Vraiment vivre une aventure existentielle, un peu une quête de sens en fait. Et qu'on a tous au fond de nous, puis moi j'ai une certaine sensibilité à ça, de me dire mais en fait qu'est-ce que je fais de ma vie, et est-ce que je choisis vraiment ce que je suis en train de faire, et s'écouter au final c'est pas facile, enfin pour tous hein. Au fond de nous, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je fais après on se pose des questions, il faut pas non plus exagérer, mais vraiment à l'intérieur qu'est-ce qui me pousse vraiment en avant. Puis en fait c'est l'impulsion, j'expliquerai après le nom du projet, mais il y avait cette motivation au fond de moi qui me poussait en avant, j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc il y a 2 éléments, il y a ce premier voyage où tu ravives la Turquie, et il y a cette deuxième impulsion, si je peux dire ça comme ça, qui est le fait de travailler 5 fois 8 heures dans la semaine, et de te dire mais est-ce que tout ça fait vraiment sens pour moi? Est-ce que j'aspire pas à quelque chose de plus grand? C'est ça un peu les 2 éléments. Ouais, ça c'est un deuxième déclencheur exactement qui m'a un peu... il faut essayer dans la vie hein. Et puis j'ai travaillé, puis je me suis rendu compte que pour moi c'était peut-être pas forcément ma voie. Et faut accepter au final. On peut lutter contre sa personnalité, mais moi j'ai accepté de vouloir préparer quelque chose d'autre. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai voulu un peu chercher des sponsors, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus, tout en travaillant à 100% à côté. Et je me suis rendu compte que pour vraiment faire avancer les choses, il fallait que j'aie un bateau. Du coup, je me suis mis à la quête d'un bateau qui était adapté à ce que je voulais faire. Dans le sens où il y a des courses qui existent sur l'océan à la rame, donc ça existe. Il y a environ 30-40 rameurs qui font la course à travers l'Atlantique chaque année. Et c'est des bateaux qui sont assez compétitifs, dans le sens où ils vont assez vite. Et moi, je me suis dit, je voulais un bateau un tout petit peu plus grand, parce que moi, je visais pas forcément la vitesse. Et puis, j'allais devoir faire 2 océans, donc quelque chose d'un peu plus confortable et un peu plus sûr, entre guillemets. Et puis aussi une question de prix. Donc, j'ai cherché un bateau de seconde main, parce qu'un bateau neuf, c'est quasiment 100 000 francs. J'avais pas forcément les moyens d'acheter ça. Du coup, j'ai un peu visé, il y a des sites spécialisés. J'ai trouvé un bateau qui me plaisait, j'ai été le voir en Angleterre. J'ai aussi cliqué avec le gars qui me le vendait, c'est un ancien militaire anglais. Et en même temps, du coup, on a fait un deal où j'achète le bateau et en même temps, j'achète son expérience et son matériel. Donc, il est venu 3 jours en Suisse où il m'a m'a formé en fait, il m'a expliqué plein de choses et ce qu'on peut pas acheter quand on achète un bateau neuf. Et c'est fait par tellement peu de gens qu'en fait, c'est difficile d'avoir. On peut pas se former sur Internet. C'est que des personnes qui l'ont déjà fait qui peuvent nous aider. Donc j'ai acheté ça, j'ai pris ce bateau et avec cette personne, on a vraiment cliqué, il s'appelle Dave. T'es encore en contact? Ouais, on est encore en contact, souvent je lui envoie des messages, puis il me répond, il est vraiment accessible et il aide bénévolement. Maintenant, toutes les questions que je lui pose, il me répond, il n'y a pas de problème. Et de fil en aiguille, ça a avancé, j'ai eu le bateau, puis du coup je me suis dit, il faut que je décide un moment de poser une date. Et c'est ce que Jason Lewis m'avait dit en 2020. Il m'a dit, c'est trop cool ce que tu vas faire, mais si tu veux partir un jour, il faut que tu mettes une date de départ. Sinon, tu pars jamais. Et en fait, je me suis dit, je vais suivre son conseil. Et à savoir qu'il y a une autre personne qui a aussi fait ce tour du monde, qui s'appelle Erden Eruç, c'est un américano-turc. Il a mis 5 ans et 11 jours, et puis il a le record actuel en solitaire. Solitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis seul sur le bateau, et je suis seul sur mon vélo. Je peux avoir des gens avec moi,
mais je peux pas être en tandem. Enfin, je dois moi-même me propulser. Mais des gens autour, c'est pas un problème. Même en bateau, s'il y avait un autre bateau que moi, ce serait pas un problème, mais il faut que ce soit moi qui propulse mon outil et moi-même. Mais avoir fait le tour du monde tout seul, selon les règles du Guinness, parce qu'il y a un record, c'est 5 ans et 11 jours. Ouais. Donc il a ce record, puis il y a un peu mon âme de compétiteur qui est un peu pris, puis je me suis dit, ah, c'est un beau challenge. Ça m'a titillé. Et du coup, 3 ans, comment tu as fixé cette limite à peu près à 3 ans? Tu te dis, il y en a un qui a fait ça en 5 ans et 11 jours. Moi, je le fais presque la moitié du temps. Alors, le parcours, c'est une grande histoire de comment choisir de faire le tour de la Terre. Il y a quelques petites règles. Il faut passer par 2 points antipodes. Donc, c'est 2 points qui sont diamétralement opposés par le centre de la Terre. Ça peut être lesquels on veut. Mais c'est ça, entre guillemets, qui valide vraiment le tour du monde. Sinon tu fais moins de... on pourrait se dire, on fait le tour du pôle Nord. Oui. On a fait le tour du monde. Donc, c'est passer par 2 points antipodes, traverser toutes les longitudes, et c'est une suite continue d'étapes. Donc, c'est un peu ça les règles, et puis pas de voile, pas de moteur. Et je peux être assisté, donc on peut m'amener de la nourriture, ça c'est pas un problème. Si je suis assisté sur l'eau, c'est seulement on me met un bagage dans l'eau puis il dérive vers moi. Je peux pas être connecté à un bateau. Donc voilà, et pourquoi ce parcours-là? Donc au tout début, j'avais investigué en passant par le détroit de Bering, parce que quand on regarde la carte de la Terre, on se dit mais il y a le Pacifique qui fait presque 20 000 km, mais quand on regarde, on se dit mais il y a 80 km tout au nord. Et en fait, du coup, j'ai fait des recherches. J'ai même payé un Russe qui habite sur place pour avoir des infos, parce que sur Internet, c'est très compliqué. Donc, c'est une région qui s'appelle la Tchoukotka en Russie. Puis, c'est une zone qui a un peu... C'est entre l'Alaska et la Russie. Ouais, il y a l'Alaska et la Russie. Et c'est la région de Russie qui est en contact avec l'Alaska. Et c'est une zone militarisée. Il y a des mines de diamants, enfin de charbon. C'est 2 îles, il me semble. Alors, il y a les îles Diomède. Ouais, justement. Tout juste... Quand il y a la banquise... Elles se rejoignent, mais c'est une zone super militarisée, donc c'est pas... C'est très compliqué. Alors, ça a été fait. Mike Horn a essayé de la faire, il s'est fait rejeter en Russie. Il y a 2-3 personnes avec qui j'étais en contact qui ont réussi à le traverser. Mais ça a été fait vraiment par une poignée de gens. Mais de nouveau, c'est très compliqué. Il faut un visa spécial, et en fait, il faut une période de l'année. Et même si on arrive à traverser ce petit bout, après, c'est 2500 km de marais. Il n'y a pas de route. On pourrait aller en hiver, c'est ce que certaines personnes ont fait, parce qu'en hiver, ils font des routes avec les machines à neige, mais il fait moins 50. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'aller sur l'eau. Et d'ailleurs, Jason Lewis et Erden Eruch, les 2 qui ont fait le tour du monde, ils ont fait le Pacific à l'arme. Parce que justement, en fait, c'est beaucoup plus simple. On pourrait gagner du temps s'il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'organisation, mais en fait, c'est tellement plus simple à organiser sur l'eau, parce qu'il n'y a pas de frontières sur l'eau. Donc, le Pacifique, c'est un bout inévitable, ça fait la moitié de la Terre. Ensuite, il y a des périodes de l'année. Donc, pour l'Atlantique, c'est plus ou moins de octobre à février-mars. C'est surtout les vents, les alizés, les trade winds comme on dit, qui sont utilisés par tous les navires, et les voiliers, où les vents sont les plus forts et les plus favorables pour arriver en Amérique centrale, aux Caraïbes. Donc j'habite en Suisse, je voulais partir de Suisse, et ça aurait été possible de se dire je pédale jusqu'au Sénégal et je pars du Sénégal à Dakar pour aller vers les Canaries, puis directement dans les Alizés. Mais je voulais avoir ce bout entre le Portugal et les Canaries où je pouvais, entre guillemets, m'entraîner. Parce que si je pars du Sénégal, après, je suis direct sur l'océan. Je voulais pouvoir avoir 1000 km au cas où j'ai un problème. J'ai la côte, j'ai le Maroc, au Sénégal à 150 km, et aux Canaries, je peux m'arrêter. Donc ça, c'était la stratégie de se dire, j'ai ce petit bout de préparation, entre guillemets, voir que tout soit OK, et ensuite partir sur l'Atlantique. Donc ça, c'est un peu une route standard, tout le monde prend la même. On peut viser un peu des îles différentes aux Caraïbes. Parce que là, sur la map monde là, que tu as mis sur ton site internet, tu arrives en Colombie. J'avais visé la Colombie, mais après discussion aussi avec un routeur. Donc maintenant, j'ai un routeur, c'est un météorologue qui est spécialiste en fait des traversées d'océan. On a un peu discuté ensemble, puis il m'a dit il y a une zone juste en dessus de la Colombie avec un système météo qui est un peu compliqué, où il y a beaucoup de mer, donc il y a pas mal de vagues. Il m'a dit tu auras meilleur temps de couper tout droit, direct au Costa Rica. Du coup, là, on va changer la carte, c'est une petite modification, et le point antipode, on le mettrait plutôt vers les Caraïbes. Parce qu'en fait, où il est le point, si on le monte,
Ça descend de l'autre ça côté. descend de l'autre côté, et puis du coup, je suis en dessous de l'Indonésie. Du coup, il faut jouer avec ce point, Pas trop, et ouais, pas trop. Je l'ai baissé un petit peu, je l'ai un peu décalé vers l'est, vers les îles Tobago, et l'idée, c'est de descendre et de passer entre ces deux îles, donc Trinité et Tobago. Et là, en fait, il y a un courant qui est très, très favorable. Du coup, je vais utiliser ça. Pendant 2 jours, il y a un courant qui va vraiment me pousser à l'intérieur. Et là, après, rester à une certaine distance du Venezuela, comme ça, je suis proche des îles, et piquer tout droit. Et ensuite, la deuxième partie, justement, je vais pas aller jusqu'aux States, finalement, parce qu'en fait, je peux même partir du Mexique. Les courants, en fait, au niveau des distances, j'économise 3000 km à vélo, mais et sur l'eau, j'ai un tout petit peu plus à faire, mais j'ai directement les vents plus favorables pour aller sur l'océan. Donc il y aura un gros bout au début du Pacifique qui est quasiment l'Atlantique, où là j'ai pas de pause. Donc c'est un Atlantique dans le Pacifique en termes de distance. Et ensuite je ferai du cabotage, donc enfin pas du cabotage, d'île en île, avec des plus de pauses parce que je pense que j'en aurai marre. Et comment j'ai planifié le temps? Donc un départ en septembre parce que je voulais partir le plus tôt possible sur l'Atlantique, parce que l'année d'après il faut que je parte en mai-juin sur le Pacifique. En fait, tu calques fondamentalement presque tout ton voyage basé sur le Pacifique, parce que c'est la partie la plus, entre guillemets, dangereuse. Ça, on en reparlera, je pense. Quand tu commences à planifier ce voyage, t'en parles autour de toi, j'imagine. C'est quoi la réaction des gens? Ils te disent quoi? T'en parles à qui déjà? Les premières personnes, c'était mes parents, enfin ma famille, qui au début trouvaient cool, l'idée sympa, mais bien sûr c'était inquiétant. Mais je pense qu'au début, ils n'y ont jamais vraiment cru. Parce que quand on est jeune, on a des idées, et puis on a souvent plein de projets, et puis ça se fait pas, ou voilà. Mais le jour où le bateau est arrivé, là, c'est là que ça a déclenché. Et bien sûr, ma maman, elle est inquiète, et mon papa aussi, c'est normal. Et les gens autour de moi, alors en vrai, il y a toute réaction. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est incroyable », d'autres « Ah, t'es fou, c'est dangereux ». Il y a vraiment toutes les réactions possibles, mais de manière générale, c'est assez positif. Et les gens aiment le projet, du coup, et je suis vraiment content. Et j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aident, parce que je suis pas tout seul dans cette aventure. J'ai mes parents, j'ai ma famille, mon cousin, j'ai des amis, j'ai mon voisin qui m'aide beaucoup, mes 2 voisins d'ailleurs qui m'ont beaucoup aidé. Mon voisin, c'est un ancien navigateur qui a fait le tour du monde à la voile, qui s'appelle Gérard Gauthier, et lui, il m'aide énormément parce qu'il connaît l'océan, il m'a aidé pour le bateau, pour faire plein de choses, il a consacré beaucoup de temps. Donc en fait, c'est un projet solitaire, mais en fait en équipe. Je suis pas du tout seul. Sans l'équipe, c'est impossible. On dirait pas, mais il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour la partie bateau. C'est ça qui prend beaucoup d'énergie. Le vélo, c'est, on va dire, plus facilement planifiable. Mais la partie océan, c'est surtout ça qui est difficile à organiser. Trouver des fonds. Et la plus risquée aussi. C'est une grande question, c'est où est le risque? Et alors, le stress, pour moi, il est d'aller sur l'océan, parce que c'est tout seul, face à la nature. Avant, tu disais que tu pouvais être suivi à une certaine distance. Est-ce que tu vas être suivi dans le Pacifique? En fait, ça coûterait très cher. Moi, j'ai tellement lentement que si un voilier devait me suivre ou un bateau à moteur, ça prendrait 4 mois, l'Atlantique. Donc, il faudrait trouver quelqu'un qui, pendant 4 mois, est d'accord de suivre. Et ça enlève un petit peu ce côté aventure. C'est un peu aussi le but de qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce que tu recherches aussi là-dedans? Ouais, oui. Tu cherches vraiment l'inconnu aussi? L'inconnu et surtout la question qu'on a tous, mais qui je suis vraiment, et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut découvrir. Et c'est en même temps, ça m'attire et ça me stresse. Donc ce projet, en fait, quand je t'entends parler comme ça, c'est vraiment un projet. Alors bien sûr, il y a un message derrière, la jeunesse, l'impulsion, créer, oser. Mais avant tout, c'est de savoir vraiment qui t'es. Quelle est ta place en fait dans cette existence, quoi? C'est un peu ça, non? Ouais. Justement, alors peut-être on peut parler du nom Human Impulse, donc l'impulsion humaine en français. Le but du projet, c'est inspirer la jeunesse à entreprendre et les motiver en fait dans un monde en quête de sens. C'est un peu ça le framework du projet. Moi, j'ai une impulsion, mais on a tous une impulsion en nous. Donc l'impulsion, c'est ce qui te fait un peu sortir des cases, des sentiers battus. C'est une motivation profonde, mais qui est plus forte que le rêve. Parce qu'un rêve, c'est pas forcément quelque chose qui nous tire en avant. On a tous des rêves. Et c'est quelque chose qui nous guide sur une voie. Et c'est écouter un peu cette petite voix intérieure qui dit « Ah, va là-bas ». Et c'est vraiment suivre ça et inspirer la jeunesse
Parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans mon club de sport, il y a de moins en moins de jeunes qui font du sport, ils sont tous sur TikTok, sur Instagram. Ils sont un peu perdus, les jeunes. De faire des choses et d'entreprendre, alors moi c'est un projet sportif, mais les jeunes, ils peuvent faire de la musique. Y a pas de... Je suis pas en train de dire ce que je fais moi, c'est la voix. Je suis en train de dire que moi, je suis mon impulsion et les gens peuvent suivre la leur aussi. C'est un message de motivation, en fait. On a tous ça en nous. Et puis avec ce projet qui est un peu hors du commun, entre guillemets, c'est pour dire, bah voilà, si quelqu'un il dit, ah bah moi j'aimerais... je sais pas, faire un Ironman. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a déjà écrit, ah ouais, tu m'as motivé à faire un Ironman et tout. Moi, ça me fait trop plaisir. Je suis vraiment content. Parce que ça motive les gens à faire des choses. Par l'exemple, en fait. Montrer par l'exemple plutôt qu'être moralisateur. Moi, je suis pas du tout un moralisateur. T'as pas de leçon à donner, quoi. Non, même sur la durabilité, c'est un projet, on va dire, éco, mais je suis pas en train de dire il faut arrêter de polluer la planète. C'est plutôt par l'exemple et puis essayer de faire les choses un peu autrement en faisant, en fait. C'est suivre sa voie à soi, pas la mienne, mais dire bah, moi je suis la mienne et les gens ils peuvent aussi suivre la leur. C'est vraiment ça. Et moi je suis convaincu qu'on a tous quelque chose en nous. Et je parle avec plein de gens qui me disent ah moi j'aurais bien aimé faire ça. Et je dis bah go, il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas facile. Il y a des obstacles. Est-ce que tu as douté justement Mais tous les jours. Ouais. J'ai douté, je doute. Je doute, alors il y a plusieurs choses, hein. C'est un projet long, donc est-ce que la motivation va rester? Est-ce que les sous vont rentrer? Est-ce que je vais pas juste avoir un meltdown, donc un effondrement émotionnel quand je serai tout seul sur l'océan? Quand on va chercher sur sa personnalité, sa profonde personnalité, on a peut-être des démons qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc ça, on en a tous des démons. Et ça, j'ai aussi peur de les affronter. Et je vais me retrouver là-dedans et puis je sais pas en fait ce qui va vraiment se passer. Mais c'est ça l'aventure, c'est de ne pas savoir. Sinon, si tout est organisé au millimètre, je sais exactement toujours qu'est-ce qui va se passer, j'y vais pas. C'est un peu l'inconnu, c'est quoi? Est-ce que... bah bien sûr, c'est d'explorer et ne pas savoir. Après, je dois me préparer, mais si je sais tout ce qui va se passer, je pars pas. Puis c'est un peu ça aussi qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qui va se passer. Et tous les voyageurs, c'est pour ça qu'ils voyagent d'ailleurs. Donc voilà, Human Impulse, c'est le nom du projet. Et j'ai déjà été dans 2-3 écoles pour discuter, parler avec les jeunes, et puis ça les motive trop. Enfin, vraiment, il y a un engouement des gens autour du projet. Et moi, au début, j'étais seul. Puis il y a des gens qui sont un peu greffés, et puis du coup, je me rends compte que ça tire les gens vers moi, et moi, ça me fait énormément plaisir. Je me réjouis de partir, en fait, maintenant j'attends que ça. Jason Lewis, il m'avait dit, tu verras, le plus dur dans ton projet, c'est d'arriver au départ. Le plus dur, c'est pas pédaler, mais c'est organiser. Alors c'est dur de pédaler, mais c'est tout ce qu'il y a autour. La charge mentale. La charge mentale, ouais. Et pour revenir au sujet des risques, émotionnellement et intuitivement, on a l'impression que l'océan, c'est beaucoup plus risqué. Mais rationnellement, en fait... Jason Lewis, lui, il a fait les 2 océans. Il a pédalé autour du monde. Lui, il a eu un accident de camion. Il s'est fait écraser par un camion. Il a fait 1 an à l'hôpital. Sur l'océan, il n'a rien eu. Sur l'océan, en fait, alors il y a des risques, bien sûr. Il y a une différence entre le risque perçu et le... Il est vraiment le risque statistiquement. Et sur la route, alors en Suisse, ça va, hein, mais dans certains pays, c'est vite compliqué en vélo. Hein. Les camions, ils ne regardent pas forcément, les voitures, ils roulent n'importe comment, les maladies, les moustiques, la malaria, sur le sang, il n'y a pas de virus. Si je chope un virus, c'est que je l'ai chopé sur Terre et je l'ai pris avec moi. Il n'y a pas de trafic. Alors, il y a des cargos, mais j'ai un système AIS qui me permet de détecter. Donc, en termes de collision, j'ai très peu de chance. Quand on a un voilier, c'est un peu différent parce qu'on va très vite. Après, bien sûr, il y a les tempêtes et puis juste la motivation, en fait. Et puis l'effort physique qui est intense. Mais le risque à proprement parler de ma vie, à mon avis, même si c'est contre mon instinct, je pense qu'il est plus grand sur la route. Et souvent, les incidents sur l'eau arrivent quand on ne respecte pas les règles de sécurité. Il y a 95% des problèmes qui peuvent être évités à l'avance. Les 2 règles que j'ai, c'est tout le temps être attaché au bateau quand je suis en dehors. Donc j'ai une ligne de vie avec un harnais. Et les cabines tout le temps fermées. Souvent, les incidents sont arrivés parce que il fait chaud. Je laisse la cabine ouverte pendant que je dors. Puis il y a une grosse vague qui passe puis qui coule le bateau. Le bateau, il résiste comment à une potentielle tempête? Alors, le bateau est conçu, donc c'est un bateau spécialement fait pour ramer. Il est compartimenté, donc la partie inférieure,
Donc s'il y a un caisson qui se remplit, ben, il coule pas. C'est pas un monocoque. Enfin, c'est un monocoque, mais il y a plusieurs compartiments. Et les 2 cabines sont aussi hermétiques. Et il est fabriqué de telle sorte que si je le charge bien, s'il se retourne avec la masse, son de gravité se remet droit. En fait, il est vraiment construit pour. Et j'ai pas de voile, donc c'est-à-dire que aussi quand il y a les vents, alors oui, je suis un peu balancé, mais j'ai pas ce danger de la voile, parce qu'en fait, un voilier, c'est dangereux aussi. C'est hyper dangereux de faire de la voile. La prise au vent, elle est en voilier, ceux qui font le Vendée Globe ou qui sont seuls, ils disent c'est fou. Moi, j'ai pas ce problème. Par contre, je suis plus balancé. Donc, mais le centre de gravité est beaucoup plus bas, donc au final, tu as moins de risques. L'avantage par rapport à un voilier, c'est que moi, je peux me retourner. Certains voiliers, ils peuvent pas se retourner. Certains, oui, mais d'autres pas. Donc, mais c'est beaucoup plus petit, j'ai beaucoup moins de place. Donc, c'est très étriqué. C'est presque plus un problème de claustrophobie. En fait, je vais vivre sur 5 mètres carrés pendant plusieurs mois. C'est surtout ça, le challenge. Comment tu vas faire pour manger sur le bateau? Alors, la majeure partie de la nourriture, ce sera du déshydraté. Donc c'est la nourriture un peu d'astronaute où c'est des plats qui sont séchés, congelés, qui sont mis dans des sachets spéciaux hermétiques et je mets de l'eau dedans, de l'eau chaude et ça c'est 80% de ma nourriture. À côté j'ai une boucherie à Orbe qui s'appelle Perusset qui va me faire aussi des plats stérilisés. Donc ça c'est la nourriture mouillée qui est plus lourde mais qui est meilleure qualité on va dire. Et c'est des plats avec de la viande et puis j'ai aussi des pâtes avec. Fait par Loretta, c'est une fabrication faite par un Suisse en Espagne. C'est des pâtes que j'ai pas besoin que je peux juste griller dans la poêle, elles sont déjà mouillées. Et puis je vais un peu mélanger ça, et puis ça fait un peu 90%. Et à côté, c'est des barres de céréales, du chocolat, des petites goodies, on va dire, pour me faire plaisir. Puis après, de toute façon, tu fais le plein dès que c'est sur la terre ferme. Voilà, mais je prends 4 mois de nourriture. Donc 120 jours à 5000 calories, ça fait 600 000 calories à prendre. Et puis je vais prendre un peu plus, 10-20% de plus. Et 2-3 litres d'huile, parce que je mets un peu d'huile chaque jour, un peu dedans pour avoir des calories. L'huile, c'est ce qui a le plus de calories par gramme. C'est 9000 calories par litre. Et du coup, je vais en prendre à côté. Et puis il y a aussi un peu de complément alimentaire. Et l'eau, je l'ai avec un dessaleur, parce que je peux pas prendre assez d'eau avec moi. Donc ça prend l'eau de l'océan, ça la filtre, ça tire le sel. Et on dirait pas sur ce bateau, mais il y a plein de petits outils technologiques, radio, des antennes, des panneaux solaires, des batteries, et puis c'est un peu petit bateau. Pourquoi panneaux solaires? Alors en fait, pas pour un moteur, mais moteur, il n'y a pas de moteur. Lumière, le dessaleur, l'autopilote, donc j'ai un gouvernail automatique, je lui dis je vais aller à 260 degrés, puis il m'auto-guide. Et ensuite, la radio, le GPS et tous mes instruments de bord, mon téléphone, ma montre, mes balises de détresse, enfin mon téléphone. Tout ce que tu dois charger, quoi, générer de l'énergie. Exactement. Et j'ai des batteries 12 volts, et puis je peux charger tout ce qui est à bord avec ça. Et du coup, j'ai plus de 10 appareils qui peuvent donner ma position GPS sur le bateau. Donc j'aurai un Garmin InReach qui va uploader ma position. On pourra te suivre sur ton site. Il y aura une carte. Sur Terre, ma position sera uploadée mais avec un délai pour des raisons de sécurité. Donc je vais mettre 48 heures ou je sais pas combien de temps. Par contre, sache vraiment où je suis. Et ça uploadera en décalé. Et sur l'océan, là, ce sera une upload en live à 8 heures près. On pourra voir les points avec les vitesses. Ça sera un peu l'outil interactif pour les gens. Normalement, pendant tout le voyage, il n'y a pas de problème. Ça devrait bien fonctionner. Garmin, ça fonctionne bien. Du coup, je me réjouis de faire ça. Et j'aurai 2 GoPro avec moi, une GoPro standard puis une GoPro 3D que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Les vidéos qui seront avec le GoPro, je vais les uploader sur un drive, puis j'aurai une personne qui va les gérer, puis après les vidéos un peu les petites stories comme ça, je vais faire avec mon téléphone. Et sur le bateau, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de 4G sur l'océan. Donc là, je suis en train de voir pour installer l'antenne Starlink, qui est en fait l'antenne la plus technologique que je puisse avoir et qui a les meilleures fonctionnalités au niveau du débit, nombre de données. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de me faire sponsoriser. C'est qui les personnes ressources que tu as eues? Tu dis, voilà, une personne qui a été super importante pour toi dans la création de ce voyage. Il y a mes parents, bien sûr. Il y a mon voisin Gérard Gauthier qui m'a énormément aidé, et puis lui aussi depuis le début, qui m'a aidé pour plein de choses, que ce soit technique ou... on a beaucoup discuté. Les doutes, ce genre de choses. Donc ça, c'est des personnes vraiment proches. Il y a mon cousin aussi qui est dans l'aventure.
J'ai Dave, du coup, celui qui m'a vendu le bateau au final, avec qui lui il l'a fait, puis j'ai beaucoup échangé avec lui. Mais principalement, je dirais que c'est ma famille et puis mes voisins, mes amis, et puis même aussi des amis qui sont pas forcément impliqués dans le projet, mais qui me soutiennent, sont mes amis. Voilà, je tournais au présent, puis des soirs, si j'étais en doute, ou juste, voilà, on discutait, puis je disais, je stresse ou quoi, puis ils étaient juste là, puis ils écoutaient, puis au final, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont là, pas seulement dans les moments où ça va bien, on va dire ça comme ça. C'est toujours facile d'avoir des amis quand ça va bien. Tout le monde est ami. Hein. Tu t'es rendu compte de choses aussi avec ce projet? Ouais, ce qui est étonnant, c'est que des fois, ça vient pas de là où on pense. Ok. Je vais pas forcément donner d'exemple, mais il y a des personnes qui m'ont hyper soutenu que j'aurais jamais attendu. Ouais. Vraiment incroyable. Pas des personnes proches à la base, mais... Pas forcément. Ou des gens que je connais, ou de mon club d'aviron, ou des anciennes connaissances. Ça, c'est beau aussi. Et en fait, puis on s'écrit, et il y a vraiment de l'engouement, et j'attendais pas forcément ça. Je pensais pas que ça allait venir de là. Et on sait jamais tant que ça se passe. Ouais. Et après, peut-être d'autres personnes qui ont bien moins soutenu, peut-être que j'aurais attendu un peu plus. Ouais. Et en fait, c'est en faisant que j'ai découvert qu'il y a des gens qui adoraient le projet, et puis qui avaient envie d'aider, puis qui voulaient faire partie de ça. Et puis j'ai même là, pour aller au Portugal, j'ai 3 personnes qui viennent avec moi. Et puis je pense qu'on 10 et 15 qui vont faire Mort-Genève. Ouais. Donc il y a pas mal de gens. Donc si tu as envie de venir faire le jour du départ un petit bout jusqu'à Genève, on va faire un petit peloton. C'est génial. Puis après les gens ils rentrent chez eux et puis nous on continue jusqu'au Portugal. Peut-être c'est un peu tôt pour te poser la question aujourd'hui, mais à la suite de ton voyage, est-ce que tu te vois retourner bosser dans un bureau, faire tes 8 heures? C'est une question qui revient souvent, ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, je me pose pas trop la question, parce que justement j'ai envie de pouvoir mettre l'accent sur le présent, mais bien sûr je m'imagine aussi la suite, parce que c'est humain et c'est normal de penser au futur. Mon instinct me dit que ça va être difficile pour moi de revenir à un job 8-5. Boulot, maître de dos, on sait pas, peut-être que j'étais dégoûté de l'aventure et puis je vais vouloir mon petit train-train tranquille, c'est possible, hein. Et je sais pas ce qui va se passer après, est-ce que... J'ai déjà des idées, je vais pas trop spoiler, j'ai 3 idées pour après, mais je pense pas que ça va être un 9-to-5 job. Au niveau des blessures, t'as déjà pensé aux potentielles blessures que tu pourrais avoir? Est-ce que tu as déjà un passif lié à la blessure ou pas forcément? Oui, un petit peu. Avec l'aviron tendinite au poignet et le dos, je dirais. En dehors de ça, pas tant que ça. Donc, faut que je fasse gaffe. Faut que j'écoute mon corps sans l'écouter. Ça veut dire qu'il faut que je sois un peu entre pas trop écouter la douleur, mais quand même l'écouter pour pas vraiment me blesser et puis être bloqué du dos. Il faudra surtout que je fasse de la prévention, puis que je fasse des étirements et puis que je m'écoute en fait. Si vraiment j'ai trop mal ou je sais pas, j'ai quelque chose qui s'infecte, faudra vraiment que je fasse gaffe. Mais je suis pas à l'abri, hein. Et ça peut être un des gros freins à l'aventure, c'est se blesser, puis on se blesse tous, hein. Moi je me suis déjà blessé, tous les sportifs que je connais ils sont déjà blessés, c'est normal, hein. Le corps c'est une belle machine, mais là aussi ces petits soucis, surtout quand on tire fort dessus. C'est pour ça que le vélo, on n'a pas trop parlé de vélo, mais le vélo, je visais une moyenne, ça dépend des pays, mais en Europe c'est environ peut-être 100 kg par jour la moyenne. Ça va, 100 kg. Alors c'est dur si tu vas à 40 ou 50, mais si tu vas à 25, peut-être tu mets 1 ou 2 heures de plus, mais au final c'est beaucoup moins dur. C'est pas linéaire les watts par rapport à la vitesse. Donc autant les 30% moins vite, mais t'es quand même 50% de la puissance. Puis j'ai fait un bike fitting pour avoir un peu les bonnes positions. Donc je serai un peu plus droit, je serai pas en mode course, je serai en mode un peu plus droit, guidon plus proche. Dos plus relevé. T'as fait chez Vélo Perfection? Ouais, j'étais là-bas. Puis plein de réglages. Au final, c'est peut-être quelques degrés, quelques centimètres, mais sur des milliers de kilomètres, tu sens la différence. Donc voilà, je fais les réglages. Et puis, du coup, le vélo, ce sera le vélo en bois, un vélo Zafi. Comment ça s'est fait avec cette marque? Alors ça s'est fait via une fille avec qui on a discuté, puis elle m'a dit mon frère il fabrique des vélos en Belgique, en bois, et puis je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait rencontre incroyable, et puis j'ai vu les vélos, j'en ai vu un en vrai, et en fait c'est une pièce un peu unique, je suis un peu tombé amoureux.
Il y a un message derrière, vouloir faire les choses autrement et puis faire les choses de manière un peu durable aussi, sans être moralisateur. Et juste, c'est magnifique, il est juste beau. Alors il est un petit peu plus lourd qu'un vélo normal, un tout petit peu plus mou. Alors c'est clair, si tu vas en danseuse, c'est moins rigide, mais moi je vais pas être souvent en danseuse. Et c'est un petit peu plus confortable. Mais il est juste... Puis c'est des pièces uniques. Sauf erreur, j'ai le 50e qu'ils ont fabriqué. Et ils font en noyer et en frêne, en clair et foncé, la couleur. Et c'est fait avec le bois d'à côté de chez eux. Enfin, il y a toute une histoire derrière ce vélo. Et du coup, je suis leur nouvel ambassadeur. Pendant 3 ans, je vais représenter leur marque à travers le monde et puis via les réseaux sociaux. Et moi, je l'ai reçu hier. Du coup, j'ai hésité entre freins mécaniques et hydrauliques pour les freins à disque. C'était la grande question. Hydraulique, c'est meilleur parce que t'as plus de force, mais hydraulique, t'es au milieu de rien, t'as tout qui lâche. On peut parler de ça. Le pays le plus compliqué, c'est la Birmanie. D'accord. Parce que c'est une situation politique instable, il y a les militaires qui sont en train de prendre le pouvoir. Et même moi, je sais pas encore si je vais pouvoir passer par ce pays. C'est mon planning, mais si j'arrive pas, ça veut dire que je dois le contourner et je dois passer en Chine et revenir par le Tibet et le Népal. Ah ouais, bah là, ça va grimper. Là. Ça, c'est l'Himalaya. Ouais. Donc ça, c'est monter à 4000, redescendre, remonter. Alors là, ouais, les freins, je vais prendre plusieurs plaques avec moi. Ouais. Je suis quand même assez lourd. J'aurais du matos avec moi, donc ça a déjà été fait, un vélo. Hein. Mais là, c'est vraiment violent, ouais. Et ce qui est aussi compliqué avec la Chine, c'est qu'il y a des checkpoints de police, ils veulent pas que tu dormes en altitude. Enfin, c'est très compliqué. Donc j'espère vraiment pouvoir passer par la Birmanie pour éviter l'Himalaya, puis la Chine. Et si tout d'un coup on te dit, à un certain point, tu peux pas passer? Ça va dépendre où. Bah alors, s'il n'y a pas un deuxième Covid, ces endroits-là, ce sera sur la dernière partie, donc en Asie, parce qu'en Europe, il n'y a pas trop de problèmes. En Amérique centrale, c'est tous des pays où j'ai 108 ans de genre de visa à l'arrivée, il n'y a pas trop de problèmes. Les pays qui peuvent être compliqués, c'est la Chine ou la Birmanie, ce genre de pays. L'Inde aussi, le Pakistan, ça va, l'Iran, un peu ces pays-là. Dans ces pays-là, le gars en face, il dit non, c'est non. Mais ça fait partie de l'aventure. Mais planifier au maximum à l'avance. Ouais. Puis il y a des règles à respecter. Quand tu arrives au Pakistan, t'as pas un téléphone satellite avec toi. Ouais. Des trucs comme ça, parce qu'ils peuvent croire que t'es un espion. Donc, Le Honduras, par exemple, qui a une situation assez... Enfin, on sait qu'il y a pas mal de cartels ou comme ça. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu as étudié, je pense, la géopolitique de tous les pays, tu la connais au bout d'un moment. Mais voilà, au Honduras, si t'arrive quelque chose, comment tu gères la situation? Alors, j'ai un peu regardé, par exemple, on peut parler de l'Amérique centrale. La Costa Rica, ça va. C'est un pays relativement stable économiquement, il n'y a pas trop de problèmes. Par la suite, il y a plusieurs conseils en fait à suivre. C'est, déjà pas rouler de nuit, éviter les grandes villes. Parce que les cartels, ils sont très actifs dans les grandes villes. Donc éviter ces zones-là. Et le truc en plus, ce serait 2. Le Honduras, en l'occurrence, je vais faire en sorte de faire que 1 ou 2 jours. Parce qu'il est grand sur le nord, mais il y a un tout petit bout, je pourrais passer la frontière. Et là, en fait, le Honduras, techniquement, je vais faire seulement 1 ou 2 jours. Salvador, c'est un pays que je me réjouis de visiter. Qui apparemment maintenant est très, très cool et stable. Alors, je ne suis pas à l'abri des problèmes. Hein. Des zones compliquées, c'est aussi des zones de frontières, donc, parce que c'est là que la drogue elle passe. Le kidnapping, ça peut arriver bien sûr. Hein. Pour ça qu'ils disent d'être 2, pour éviter ce genre de problème. Et après, les techniques de voyageurs, comme tout le monde, c'est toujours un peu de cash avec soi. Au cas où tu te fais arrêter, puis ils te braquent, tu donnes quelque chose. Moi, je serais à vélo avec pas grand-chose. Je vais pas représenter la richesse. Alors, je représente la richesse parce que je suis européen ou suisse, mais je vais éviter de mettre un drapeau suisse peut-être dans ces zones-là. Mais le kidnapping en Tocom, malheureusement, c'est plus facile pour les filles parce que dans ces pays-là, c'est un peu risqué. Et être 2. Donc, potentiellement, dans cette zone-là, je serais aussi avec quelqu'un. On va un peu poster et puis dire, là, peut-être envoyer des mails au club de cyclistes et puis dire, venez faire un bout et puis qu'il y ait un peu un engouement sur la route. Et puis si les locaux, ils sont un peu avec toi ou ils sont au courant, t'as tout de suite beaucoup moins de problèmes. Jonas Deichmann, c'est un gars qui a fait le triathlon le plus long du monde.
Il a fait justement le Mexique en course à pied, puis en fait limite il y a la police derrière lui qui l'escortait. Ah ouais. Et il y avait les gens qui faisaient avec lui, donc en fait faut un peu avoir les gens avec toi, et puis discuter, et puis partager, et puis au final les locaux ils sont hyper contents, puis eux ils ont envie de montrer que une bonne image du pays. Donc voilà, donc c'est vraiment le partage, et puis espérer que voilà, sur la route il y ait des gens qui viennent, et puis si tu as des contacts avec les locaux, tu as beaucoup moins de problèmes. J'aimerais qu'on parle un petit peu du nom Human Impulse. Comment il est venu? Comment tu as processé tout ça? Tu as fait mûrir tout ça? Alors, c'est très difficile de trouver un nom, surtout quand on n'a pas les mots pour vraiment dire ce qu'on veut dire, parce que les mots, ça définit tout. J'ai travaillé avec mon équipe, avec ma famille, mes amis, pendant, je pense, 3, 4, 5 mois, avec plein de mots, des références à l'Odyssée, ou Tour du Monde, enfin, vraiment, vraiment plein de mots, et en fait, on n'arrivait pas enfin, il n'y avait rien qui cliquait. Puis au final, c'était un soir, chez mes voisins, on était 4, je crois, et puis on devait un peu prendre une décision. Et à un moment, il faut dire, bon, on coupe, on arrête, puis on avait plusieurs noms, et puis je crois que tout d'un coup, autour de la table, il y a mon cousin Antoine qui dit mais pourquoi pas Human Impulse? Un peu en référence à Solar Impulse, bien sûr, même si eux, c'est un projet plus scientifique, puis moi, c'est un projet plus humain. Et au moment où il a dit ce nom, tout de suite, ok, c'est ça. Enfin, vraiment, en une seconde. Ok, ouais, direct. Puis les 3 valeurs du projet, c'est l'impulsion, l'audace et l'accomplissement. Donc l'impulsion, c'est ce qui nous motive à faire quelque chose. Et l'audace, c'est le fait d'oser y aller et oser franchir les obstacles. Et l'accomplissement, c'est d'arriver au bout et puis d'avoir ce sentiment de plénitude et d'accomplissement, en fait. Qu'on puisse c'est un peu une histoire, les 3 valeurs. Donc ce projet, il vient vraiment contrer en fait toutes les fois dans ta vie où tu n'as pas agi par toi-même. Ouais, pour moi et pour les autres, mais ouais, c'est clair, surtout pour moi, où j'ai peut-être pas écouté ce que je voulais vraiment faire, où je me suis fait influencer, et on se fait tous influencer. Hein. On se fait tous, et c'est normal. Ça a été dur d'ailleurs de ne pas être trop influencé. Je pense que quand tu as plein de gens qui gravitent autour de toi, c'est bienveillant de la part des gens, ils veulent tous donner des conseils. Est-ce que il y a eu des moments où tu es parti dans tous les sens et tu dis non mais attends, là c'est mon projet, je sens que je suis en train de dériver? Ouais, j'ai eu beaucoup. Ouais, ça c'est une des difficultés, c'est que je suis quelqu'un qui écoute quand même pas mal ce qu'on me dit, parce que souvent c'est des bons conseils, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné ça allait un peu dans tous les sens, parce que du coup tout le monde a un peu son avis, et finalement je devais quand même me concentrer sur ce que je devais faire. Et du coup maintenant je suis un peu plus moins écouté. Alors j'écoute toujours, mais au bout d'un moment je dois faire ce que je dois faire. Et quand les gens ils ont des bonnes idées, je dis je vous le donne, je vous laisse le faire. Parce que souvent c'est un peu yaka. Faudrait faire ça. Oui, c'est incroyable, en fait j'ai pas le temps. En fait, il y a plein d'idées, je pourrais faire 5 ans sans partir. On va dire. Mais au bout d'un moment, il faut faire les choses qui sont impératives. Et puis, les gens qui ont des très bonnes idées, du coup, je dis, si tu as envie de m'aider, avec plaisir pour venir faire ça. Et puis, du coup, il y a plein de gens qui se sont greffés. Et puis... Mais c'est vrai que c'est difficile de pas trop se faire... Il faut être influencé, mais pas trop. Ouais. Et je trouve que c'est une limite qui est... En tout cas, moi, j'ai de la peine à la gérer. Après j'apprends aussi sur moi-même de me dire ok ça est-ce que je dois le faire ou pas, c'est une bonne idée, puis ça travaille parce qu'au final il y a beaucoup de gens les gens s'intéressent au projet, du coup tu pourrais faire ça, puis c'est bienveillant, mais des fois c'est vrai que ça pèse. Je le dis honnêtement, l'audience m'écoutera, mais des fois ça pèse, c'est toujours d'une bonne intention, mais des fois pour vraiment être focalisé ça influence un peu, mais au final sans les gens j'y serais jamais arrivé. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en faisant ce projet jusqu'à maintenant? Vu mon parcours un peu académique, entre guillemets, j'étais souvent les compétences techniques, c'est important, savoir bien faire, c'est important, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point le côté social et humain était fort. En fait, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça dans ma vie parce que j'ai fait un parcours universitaire à l'EPFL. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu ouvert les yeux, c'est à quel point les interactions humaines, au final, c'est important, et comment ça peut t'influencer, guider ta vie dans le bien et dans le mal. Et les contacts
à quel point en fait c'est les gens qui font les choses. C'est pas moi je sais faire une équation, alors moi j'en ai fait plein, mais vraiment cet aspect contact humain qui donne de l'énergie, et ça c'est un truc que j'ai un peu découvert, on va dire, entre guillemets, parce qu'avant j'étais technique, hein. Et ça c'est un truc que j'ai découvert en moi, que j'avais pas forcément peut-être voulu avouer, ou je m'en occupais pas trop. Donc ça c'est une chose. Et autrement, bah, à quel point c'est des fois difficile d'exprimer une envie profonde. Ça c'est une difficulté que bon, j'ai toujours eu, mais là c'était vraiment très difficile. Plus c'est profond en nous, plus c'est difficile de le dire. Et moi aujourd'hui, ben, on fait un podcast, puis j'arrive à m'exprimer entre guillemets plus ou moins bien. Encore c'est pas parfait, mais au tout début, il y a 1 an, j'étais pas capable. Enfin, j'ai fait une séance dans mon jardin avec une 30aine de personnes. C'était rien à voir. Je savais pas ce que je disais. J'arrivais pas à mettre des mots en fait sur ce que j'avais vraiment envie. Et en fait, mettre des mots, j'ai un petit peu appris. Et c'est en discutant avec les gens. Et c'est vraiment pas facile. Plus c'est profond, plus c'est difficile. Ça, c'est un truc que j'ai aussi découvert. Ouais. En fait, la langue, elle est pas assez riche pour exprimer en fait ce que. C'est dur, ce que t'as dans la tête, quoi. Les émotions, en fait. De base, je suis pas quelqu'un de très émotif. En tout cas, je le montre. Alors, je suis très sensible, mais je le montre pas forcément. Mais là, mettre des mots sur des émotions, voilà, c'est pas facile. Puis aussi, je pense un truc que j'ai aussi travaillé sur moi-même, c'est des fois apprendre à dire non aussi. Que j'ai de base un peu de peine à faire. Parce que je suis souvent assez entraîné, ah ouais, on va faire ça à go, non, j'y vais, oui. Puis maintenant, j'arrive peut-être plus à dire, bah non, je peux pas. Voilà. Être vraiment focus sur un truc, puis pas trop m'éparpiller, et puis pas dire non. Pas que je veux pas, mais je peux pas. Et ça a été dur les périodes de planification du voyage quand tu travaillais encore. Ouais, ça, tu passais des soirées. T'as fait des heures pas possibles. Pire moment de ma vie. Enfin, pire moment de ma vie. C'est un peu extrême comment je dis ça, mais. En termes d'énergie, d'ailleurs aujourd'hui je sais pas comment j'ai fait pour pas faire un burn-out parce que tu bossais la journée. Bah, la journée je bossais, puis à midi je faisais déjà des trucs, le soir à 17h, et puis en plus je m'entraînais à côté. Le soir je faisais des rendez-vous, j'allais, enfin je n'arrêtais pas. J'étais mais non-stop. Avec mes 5-6 entraînements par semaine d'aviron, les week-ends pleins, les soirs, je faisais des appels, mes pauses, je profitais pour faire 2-3 appels, enfin. Puis je dirais c'était pendant un bon 6 mois où je carburais au boulot, puis avec le projet je carburais, puis en fait c'est pour ça que je suis aussi parti de mon travail en avril pour avoir là environ 5-6 mois où je suis à 100% parce que en fait c'était pas tenable, j'aurais craqué, c'était vraiment impossible. Mais nous après financièrement c'est difficile parce que là je travaille pas, donc j'ai pas rentrée d'argent. J'ai plusieurs sponsors qui m'aident. Ça a été difficile pour toi d'aller voir les sponsors, vendre ton projet ou... Pas facile. En fait, surtout que c'est un projet qui est un peu unique. Et je vends une idée pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de référence. Les gens peuvent pas se dire ouais, ça marche, ça fait vendre. En fait, les sponsors qui me suivent, c'est soit des gens qui me connaissent. Qui attendent rien en retour, quoi. Qui attendent pas forcément des retombées commerciales, mais qui ont envie de faire partie du projet. Et qui ont envie de pouvoir faire partie de l'image. Et souvent, les sponsors achètent aussi l'image. Hein. Bien sûr. Et le côté social aussi, parce que on a fait des team building ou des repas avec les gens, des employés, puis ça motive aussi. Les gens les entreprises qui sponsorisent, c'est pas forcément seulement pour les retombées commerciales. Et le plus gros sponsor que j'ai, c'est Isa Bodywear. Eux, ils nous ont contactés via un article du journal, et eux, ils ont adoré le projet. Puis, donc c'est des fabricants de textiles suisses, ils visent de rajeunir leur public avec un projet comme le mien, et aussi de parler de la durabilité. Parce qu'ils font en Suisse, c'est un des derniers fabricants de textiles en Suisse. Et avec le projet, ça allait bien. Du coup, je vais parler de ça pendant mon voyage et puis faire référence à ce qu'ils font. Après, j'ai aussi des sponsors, entre guillemets, mais plutôt des partenaires qui m'aident pas forcément financièrement, mais qui m'aident en prestations, on va dire. Et après, des supporters aussi, des écoles, ou mon club d'aviron, ou la crique. Ou... Les donateurs aussi. Ouais, après, les donateurs... J'ai fait un financement, une cagnotte, comme on dit. Crowdfunding. Ouais. Crowdfunding qui a apporté 25 000 francs. Et ça, c'est... Honnêtement, j'avais mis 25 000 francs, je me suis dit, bon, c'est difficile, atteignable, mais au final, incroyable. C'est pas facile de trouver de l'argent. Hein. C'est 25 000 francs, c'est une énorme somme. Et j'étais trop content quand j'ai vu qu'on arrivait à l'objectif. C'était déjà une victoire, quoi. Ouais. Les gens me suivent. Je me suis dit,
En le projet, il est là. C'était pas seulement l'aspect financier, c'est de me dire, les gens, ils sont prêts. Ils attendent quelque chose du projet, quoi. Ils sont prêts à mettre quelque chose pour que ça avance. Ouais. Et c'est un soutien financier, mais aussi mental. Ouais. Ça fait du bien. Oui, c'est des chiffres, c'est de l'argent pour acheter des choses. Et il y aura un deuxième crowdfunding, normalement, qui sera pour l'étape 3 et 4 et 5, pour payer la suite. Mais il va payer la nourriture, le routeur, et puis toutes ces choses-là. Ça coûte hyper cher. T'as estimé à combien le projet? Plus de 400 000 francs. Plus de 400 000? Ouais. Et là, t'as un tiers à peu près. Un peu plus d'un tiers, ouais. Et donc là, en fait, pendant ton périple, tu devras encore chercher des sponsors, ou c'est quelqu'un qui fait ça pour toi? Ça se passe comment? Alors, moi, j'ai confiance au fait que là, j'ai réussi à avoir des sponsors qui ont confiance en l'idée. En fait, je vais partir et j'espère que en le faisant, ça gagne un peu en notoriété. Et en arrivant, on est en réussite de l'Atlantique, si j'arrive, parce que c'est une grosse... je sais pas encore si je vais y arriver. Hein. Mais que quand je sois en Amérique centrale, il y a de l'engouement. Puis du coup, il y a d'autres sponsors qui sont... Là, je pense que ça, c'est là où vraiment il y aura des gens... Une fois que les gens vont se devoir poster du contenu, c'est là où suivre, c'est là où c'est stimulant en fait pour les gens, parce que sinon c'est trop loin encore, j'ai l'impression. Mais il n'est pas encore parti. Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de sponsors quand tu seras en train de le faire, ou on verra. Et puis du coup je me dis mais il me faut des sponsors pour commencer, ce que j'ai réussi à avoir, et c'est jamais assez, hein, mais j'ai assez pour commencer, et j'espère que par la suite il y a encore de la place sur le bateau, il y a encore de la place sur mes habits pour les autres sponsors. Et du coup, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Mais c'est pas moi qui fera forcément la recherche active de sponsors. Mais j'espère que via les réseaux sociaux, via Instagram, le site, que des gens s'intéressent au projet. Mais c'est pas facile de trouver là, c'est très difficile. Tous les sportifs aussi à qui je parle, ils m'ont dit c'est beaucoup plus dur maintenant qu'avant. Faut vraiment convaincre ou connaître, ou voilà, c'est pas évident. Surtout convaincre sur une idée. Il y a quelque chose en fait où t'as pas de motif de comparaison, quoi. Voilà. Quand tu fais le Tour de France, oui, on sait ce que c'est le Tour de France. Là, il n'y a pas. Ouais, t'as pas de chiffres, t'as rien. Donc c'est un peu plus du coup le côté émotionnel qui prend le dessus. Donc les gens qui ont investi au début, il y a ce côté émotionnel. Ils sont là pour l'aventure, quoi. Ouais, ils veulent faire partie de l'aventure. Et c'est ça avant tout. Hein. Et après, on verra, peut-être qu'il y aura, si la notoriété augmente, ce sera peut-être plus l'aspect commercial, avec des retombées. Mais pour l'instant, c'est vraiment le côté émotionnel, et puis j'en suis hyper reconnaissant, et je me réjouis de leur faire honneur via mes photos, mes discours. Non, c'est vraiment des gens incroyables. C'est pas seulement des gens, on a signé un contrat, tu m'envoies de l'argent, il y a quelque chose. Bien sûr, il y a un partage. Ouais, il y a vraiment un partage, et puis on s'entend bien. C'est vraiment une relation humaine. C'est pour ça, c'est un projet commun. T'as une équipe. C'est ça. C'est pas qu'économique. Toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur, ou bien pas forcément peur, mais ce qui te stimule le plus? Ce qui me stimule vraiment, c'est de partir. De me dire, je prends mon vélo, je pars. Ce qui m'angoisse, c'est un mois et demi, et de me dire, j'espère que je vais pouvoir tout faire dans cette période. J'ai un peu peur de ne pas réussir à gérer mon temps. Comment je sélectionne, et puis c'est triste, mais je dois dire non, aller boire des bières ou aller faire des fêtes, puis j'en ai sélectionné quelques-unes, mais je dois un peu dire non, et puis aller à Paléo, je vais qu'un soir, puis je fais tranquille. Et de base, j'aime bien faire la fête. Du coup, là, j'essaie un peu de me raisonner. J'aimerais bien que le jour du départ, les grandes priorités... Partir sereinement, quoi. Ouais, partir sereinement. Ça, c'est un défi. Et puis, la grande angoisse, bien sûr, c'est de partir sur l'océan. C'est sûr. Tu t'es entraîné sur ce bateau? Alors, là, c'est justement prévu. Là, justement, c'est ce que je vais faire pendant les 6 prochaines semaines. C'est surtout apprendre à utiliser les instruments de bord. Ça, c'est ce que j'ai commencé à faire. Juste le setup, quoi, parce qu'au final, ramer, tu sais le faire. Ramer, c'est ça, en fait, c'est l'entraînement, le setup. Ok, comment l'autopilote il fonctionne. Ok, la radio, le truc, où je range mes affaires, comment je cuisine. Apprendre à vivre avec. Quoi. Apprendre à vivre avec. Et en fait, c'est ça le plus important. Puis si quelque chose casse, ok, cette pièce-là, comment je la répare, prendre assez de pièces de rechange. Le setup, comme tu dis, c'est le plus important. Parce que ramer, oui, je vais faire un tour du lac là début août pour voir ce que c'est de ramer 8 heures, puis voir un peu le rythme, voir comment je me sens. Mais le setup, c'est le plus important. Quel matériel je prends avec moi? Parce qu'une fois que je pars, tu vas me perdre. Alors, il y aurait éventuellement les Canaries au cas où, mais j'ai envie d'avoir tout avec moi. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est un peu les angoisses que j'ai.
Je dors un peu moins bien ces temps quand même. Mais c'est un mélange d'excitation et puis de stress. C'est assez bizarre comme sensation. Parce que de base, je stresse pour soit les examens, soit mes courses d'aviron. Mais c'est des stress pour un événement ponctuel. Là, c'est un sort de stress qui est tout le temps. Ouais. J'ai pas vraiment peur d'une chose, mais un peu... t'es tout le temps stressé. C'est un peu, qu'est-ce qui va se passer T'as une échéance. Mais en fait, cette échéance, elle est sur 3 ans. Ouais, c'est ça. Les examens, voilà, tu sais que t'as 2 mois où tu te mets à la banane et où tu vas au relax. Puis après, tu sais que c'est fini. T'arrives déjà à imaginer ta vie. Là, c'est impossible, en fait. D'imaginer une année où... Impossible de savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va sûrement se passer l'inverse de ce que je pense. Ouais, bien sûr. Puis de ce que tout le monde pense. Mais heureusement. Mais oui. Puis c'est ça qui va donner un peu des éléments croustillants. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est stressant de ne pas savoir. C'est peut-être après 2 jours, je sais pas, mon dessaleur il casse. Possible, hein. Ouais. Et puis ça la aime. Enfin, franchement, c'est... Mais mais si tu penses tout le temps à ça, tu pars jamais, quoi. Non, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Il faut pas. Moi, après, je suis de base optimiste. Ouais. Donc, je vois pas le négatif dans les choses. Mais il faut un peu lâcher prise puis dire, bon, on verra bien le jour J. Ouais. Et puis, mon objectif, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'au Portugal à vélo. Et ensuite, je vais faire l'océan. Ah, tu dois avoir des micro-échéances, des sinon, tu deviens fou. Hein. Non, bien sûr. Tu peux pas. Tu as besoin de fragmenter, en fait. Et la traversée de l'océan sur le vélo, c'est pareil, tu fragmentes chaque grande période, chaque journée, chaque heure, chaque truc, puis tu fragmentes. Puis ça, j'ai beaucoup appris avec mon sport de le faire. Et sur le bateau, en fait, je vais me faire des schémas de récompense avec la nourriture. Je sais pas, à 9h, si j'ai ramé 1 heure, je m'offre un chocolat, ou tu vois. Puis du coup, tu penses que à cette heure-là. Et après, je sais pas, 1000 kills. Tu travailles pour quelque chose, quoi. Ouais, pour la récompense. La récompense, il y a 2 récompenses solo, c'est les kills que tu avances et puis la nourriture. C'est les 2 trucs qui te permettent de te motiver dans la journée. Après, il y a aussi, bien sûr, les connexions avec la famille et les amis. Mais sur le moment, le plaisir, c'est manger. Ouais. Manger, c'est le truc. C'est ta carotte, en fait. C'est très basique comme chose, mais c'est ta carotte. Écoute, je crois qu'on a bien fait le tour, franchement, de ce projet. Parce qu'au final, ce que je trouve assez intéressant, c'est que sur ton site internet, il y a beaucoup d'éléments. Mais d'un côté, ça tease quand même le truc parce que on n'en apprend pas beaucoup sur toi, sur ta personne. Alors oui, on apprend ton background, tes études, ton passé dans l'aviron. Mais je trouve ce qui est super intéressant, c'est en fait qu'on a envie d'apprendre à te connaître. Et je pense qu'on va continuer à apprendre à te connaître. Quand tu feras du contenu, une fois que tu seras vraiment parti. Et donc ça, je pense que les gens se réjouissent vraiment de ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange qui a été très stimulant. On te souhaite le meilleur pour la suite. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Rien que le fait d'entreprendre quelque chose, que ce soit n'importe quoi. Toi, tu as trouvé ta voie, donc c'est super, c'est déjà un super message. Et puis, écoute, tout de bon pour la suite. Je veux dire aussi merci Brian, franchement, j'aime bien ton setup, c'est hyper cool. Puis ça se voit que ça t'intéresse le sport, mais aussi l'humain, c'est ce que tu m'avais dit. Franchement, trop cool. Plaisir d'échanger. Quelque chose à ajouter conclure, toi, quelque chose que tu aimerais vraiment... Le message de Human Impulse, c'est de suivre son impulsion. Et vraiment, les gens qui regardent et qui écoutent, c'est vraiment ce que j'ai envie d'inspirer pour mon voyage, c'est de motiver les gens. Suivez votre impulsion, allez-y. Puis même si on vous dit non, c'est pas bien, ou influence, non, allez-y. Ayez confiance en vous. Et voilà, ça, c'est mon message. Top. Merci beaucoup. Merci Brian. Super. Merci Brian. Merci beaucoup. Très cool.